Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous recevoir, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Épisode inédit aujourd'hui puisque nous ne recevons pas un comédien ni un réalisateur mais un ancien candidat à l'élection présidentielle qui est aujourd'hui CEO de l'ONG internationale Singa qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés. Merci Benoît Hamon d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Mais ça nous fait très plaisir et je précise donc qu'aujourd'hui on va pas parler de l'élection présidentielle, on ne fait pas un podcast politique, mais on va parler de la façon dont les films et séries représentent la politique, voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux et aussi la façon dont les films et séries peuvent faire avancer les choses. Mais avant ça, je te présente les clapeuses qui t'entourent aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui, attention Benoît, risque de tout connaître de toi ou alors plutôt de tout connaître de toi de façon très approximative puisque quand elle était enfant, elle était surnommée Wikipédia car elle passait sa vie à se documenter sur le site internet, mais elle a arrêté en découvrant l'espérance de vie d'un poulpe. C'est Elsa Morel. Franchement, je crois que je m'étais confiée et tu viens de sortir ça, je prends. C'est une vraie anecdote. Mais Wikipédia est un très bel outil, je trouve, pour s'informer. Voilà, alors il y a quelques quand même. Oui, mais attention, c'est quand même. C'est quand même fiable, un minimum. À vérifier, toujours vérifier ses sources. Très bien. Mais est avec elle justement celle qui n'est pas un poulpe, mais une clapeuse journaliste qui, si elle était ministre, serait sûrement au ministère de la pertinence. Elle a toujours la bonne question. C'est Julia Solence. Ça c'est très gentil, je prends vraiment, c'est un peu plus gentil qu'Elsa déjà. On voit qui sont tes préférés. À chaque fois je fais 1 sur 2, un gentil sur 2. Mais bon Benoît, donc aujourd'hui je le disais, on va commenter un peu ces films et politiques et voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. Et je crois que Julia, t'avais une première question d'ailleurs pour commencer. Oui, et la politique est souvent représentée au cinéma et même dans les séries. Et par exemple, dans des séries comme House of Cards ou Baron Noir, on voit qu'il est très difficile pour les politiciens d'établir un lien de confiance les uns avec les autres parce qu'on voit souvent des retournements de veste, des situations de trahison. Est-ce qu'en réalité, il est aussi compliqué d'établir ce lien de confiance et comment, du coup, se fier à ses amis en politique? Ça commence bien, c'est très compliqué déjà. Ça commence très fort. On rentre dans le bain. D'abord, House of Cards comme Baron Noir, c'est du cinéma. Oui. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas inspiré de la réalité. Alors je vais parler de la série que je connais le mieux, surtout que j'en connais le scénariste, Eric Benzekri, pour le Baron Noir. En fait, c'est vraiment de la réalité augmentée. C'est que tout ce qu'on peut trouver dans Baron Noir, pris séparément sur le long terme ou sur une séquence très longue, c'est plausible ou en tout cas ça ressemble à des choses qu'on a pu vivre. Mais c'est comme s'il avait rassemblé une série d'événements qui se déroulent sur 10-20 ans, sur une séquence beaucoup plus courte, où on a le sentiment d'abord que c'est très rythmé, la vie politique, alors que ça peut être aussi profondément ennuyeux, et que c'est une sorte de jeu tactique et stratégique permanent. Et c'est, en tout cas, c'est la qualité qui est de beaucoup de scénaristes, en tout cas celle d'Eric, c'est d'être capable finalement de reconstruire à l'envers une histoire. C'est-à-dire que vous pouvez toujours imaginer que la façon d'aller du point A au point B, c'est en passant par un jeu à 15 bandes, extrêmement intelligent, extrêmement malin, avec une multitude d'acteurs, quand en fait vous êtes passé du point A au point B par une ligne droite, tout ce qu'il y a de plus simple. Et il le fait assez bien dans Baron Noir. Et comme je le connais, la dernière fois que je l'ai vu, on parlait des personnages de Baron Noir, dont moi je croyais deviner qui ils étaient. Oui, il y en a qui sont plus simples que d'autres. François Morel, on imagine un Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais en même temps, en fait, c'est un peu mélangé. C'est ça qui est intéressant dans la démarche qui a été la sienne. C'est qu'il a mélangé des personnages qu'on peut croiser d'ailleurs encore aujourd'hui et qui constituent finalement constitue une trame de caractères qui sont assez fidèles à ce qu'on peut trouver en politique. Cela étant dit, fort heureusement,
la politique en vrai, c'est pas Baron Noir ni House of Cards. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Heureusement. Donc ça va, on peut se faire des amis quand même en politique. Oui, en qui on absolument. a confiance. Et des amis au long cours. Moi, j'ai fait pendant plus de 25 ans de la politique et j'ai aujourd'hui des amis que j'ai rencontrés en politique et qui sont des amis indépendamment de nos trajectoires politiques. Donc oui, on peut se faire des potes en politique. Mais ce qui est intéressant aussi dans Baron Noir, il y a une séquence dans la saison 3 où on voit justement le personnage de Cadmerade qui fait une séquence en off devant des journalistes. Alors en plus, il fait cette séquence en off en train de se changer, en train de changer de chemise. Alors déjà, est-ce que ce serait probable ou est-ce que ça arrive, ça, que des off, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc quand des politiques se confient, mais ils vont pas être cités, c'est ça, ils vont pas être cités. Oui, sauf que le off, ça n'existe en réalité pas, oui. Parce que les journalistes que vous aurez en face de vous ne le citeront peut-être pas là, mais le citeront dans ce que vous avez dit dans la bouche d'un collaborateur d'eux, un proche d'eux et d'une, voire dans un livre 3 mois plus tard, craqueront le off, comme ça arrive extrêmement souvent. Et ce qui fait qu'en politique, il y a une sorte de jeu permanent entre ceux qui commentent la politique, on essaye d'en décrypter l'arrière-plan, la scène invisible, et les politiques eux-mêmes. Et même quand on dit triple off ou off de chez off, ça existe vraiment ces termes, le triple off. Oui, triple off. Ouais. Tout ça se fait entre des acteurs qui savent que ce qui est dit et sort de la bouche du politique sera d'une manière ou d'une autre un jour publié. Est-ce que ce sera en l'identifiant directement ou indirectement, on le sait pas, mais donc en fait il n'y a pas de off. Et cette scène de Cadmerade, ça dépend des politiques. Il y en a qui raccourcissent considérablement le lien entre eux et les journalistes sont vraiment dans une sorte d'amitié un peu feinte, le copinage. Mais je dis feinte parce que en fait vous pouvez pas être vraiment potes. Après la politique si, mais pendant c'est compliqué. Vous avez des préférences pour les journalistes comme pour les politiques. On a des affinités. Mais voilà, il y en a qui rétrécissent ce lien, d'autres qui gardent beaucoup de distance. Ça c'est une question là encore de tempérament des politiques. Donc cette scène elle n'est pas invraisemblable. Elle n'est pas absurde, Elsa. Et justement en parlant de relations entre politique et journalistes, dans le cinéma américain, c'est vrai que les journalistes sont représentés comme un peu un organe de contre-pouvoir du gouvernement. Par exemple, je pense aux hommes du président qui retracent l'investigation sur le scandale du Watergate. Et en France, est-ce que tu trouves qu'on manque d'œuvres audiovisuelles qui justement mettre en avant les journalistes qui enquêtent sur ces scandales d'État qu'il y a pu avoir en France? Est-ce que tu trouves que on les utilise pas comme un contre-pouvoir qu'il pourrait être en apportant l'information? Ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout la même culture journalistique. Il y a aujourd'hui une forme d'entre-soi qui est très parisien d'ailleurs, mais qu'on retrouve sur les scènes locales entre journalistes locaux et politiques, où finalement on mange ensemble, on dîne ensemble, on se connaît, et on appartient à une forme de milieu où tout se sait, y compris les histoires privées. Peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'était auparavant. Cela étant dit, aux États-Unis, la situation est très différente puisque les journalistes se considèrent comme un quatrième pouvoir et donc se voient investis d'une tâche qui est d'informer, de faire la transparence là où les choses sont maintenues dans l'obscurité, là où en France on maintient délibérément dans l'obscurité des sujets qui font l'objet d'une forme de consensus implicite. Par exemple, auparavant, la vie privée des politiques. On savait qu'un tel faisait ci ou ça, un tel avait un enfant avec, je pense à Mitterrand par exemple, avec une autre femme. Il y avait des consensus implicites qui peuvent avoir du bon, mais en même temps qui nuisent aussi à la compréhension par les citoyens de ce qui se passe et à des informations qu'ils ont droit d'avoir. Moi, je pense que à partir du moment où on exerce des responsabilités politiques, il n'est pas anormal qu'une partie de vos actes à titre privé puisse être mis en lumière parce qu'ils éclairent aussi le type de dirigeant que vous êtes et donc le type de représentant que vous êtes. Et alors, je suis pas pour que les médias soient hyper intrusifs, mais je pense qu'il y a des fois, ces informations-là sont utiles. Alors, il y a des nouveaux médias qui font cela et se rapprochent du modèle américain, comme les gros médias d'investigation type Mediapart, par exemple. Et ça me semble plus sain. Il y a aussi des journalistes qui refusent tout dîner ou tout déjeuner avec des politiques. Là où, en fait, il est
en France de tradition. Quand on fait de la politique, il y a presque un déjeuner sur deux où vous parlez avec des journalistes pour faire du off, du triple off. Voilà, les fameux mots. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question parce que j'étais en mes. Non, mais si, très intéressant la différence entre aux États-Unis et en tout cas, je vous France. confirme. Alors, après, je ne sais pas si j'ai pas en tête d'œuvres comme ça cinématographiques qui mettent en exergue en France ce rôle-là. Il y a Enquête sur un scandale d'État, je pense, qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Roche Dizem, Pio Marmaille, mais qui, je pense qu'il peut un peu. C'est vrai qu'effectivement, comme tu le disais, ça manque peut-être d'une œuvre majeure, comme il peut y en avoir aux États-Unis. Qui touche le grand public. Le grand public, c'est vrai que c'était. Et à propos de journalistes dans House of Cards, il y a le personnage de Frank Underwood qui se lie avec une journaliste. Bon, il va avoir une relation avec elle, mais ça c'est pas le sujet. Non, ce qui arrive aussi ce qui arrive aussi. Ça fait partie des coulisses. Ah oui, d'accord. Il y a le nombre de politiques femmes ou hommes, qui ont fait leur vie avec ou ont eu de longues aventures avec des journalistes femmes ou hommes. Des listes longues comme ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils passent quasiment toute leur journée ensemble, ils se côtoient. C'est ça, c'est le fait de se côtoyer tout le temps qui crée une proximité. Et les histoires d'amour se construisent souvent dans le milieu professionnel. Et est-ce que le procédé de faire fuiter des informations, c'est ce que fait donc Frank Underwood dans House of Cards, en profiter de cette relation privilégiée pour faire fuiter des informations sur ceux qui peuvent être des collègues, en fait, les affaiblir ainsi. Pareil, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tout le temps. Ah oui, tout le temps, à ce point-là. Ça, c'est une donnée. C'est le b.a.-ba de... En fait, en politique, vous avez des adversaires qui sont ceux du camp d'en face, qui sont ceux contre lesquels vous allez finalement ferrailler intellectuellement, politiquement, philosophiquement parfois, parce que vous défendez des visions différentes et ferrailler au moment crucial de l'action politique, au moment des élections, programme contre programme. Mais les autres adversaires sont ceux avec lesquels, dans votre propre camp, finalement, vous êtes en rivalité pour avoir la position de numéro 1, c'est-à-dire le droit de pouvoir affronter le numéro 1 du camp d'en face, en quelque sorte. Mais ça peut être numéro 1 à l'échelle du canton, numéro 1 à l'échelle de la ville, numéro 1 à l'échelle de la nation. Donc vous avez des batailles en permanence à l'intérieur de votre camp. Et en fait, la politique, en tout cas l'action politique, quand vous êtes finalement en conquête du pouvoir à l'intérieur de votre propre famille, elle passe par des affrontements qui sont des affrontements plus ou moins propres avec des gens de votre propre famille politique où vous allez, effectivement, ça peut arriver, vous retrouver victime de telle déclaration qu'on aurait eue, tel acte qu'on aurait réalisé, qui ne repose sur rien mais qui ont été fuités par un rival dans votre famille politique. Et alors, c'est vraiment quelque chose d'assez commun. Et vous savez cette phrase protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Mais c'est cela, c'est-à-dire que en fait les mauvais coups viennent dans 90% des cas de votre propre camp. Ah ouais, Julia. Et justement, la notion de pouvoir, c'est très représenté aussi dans les films où ça parle essentiellement de politique. On suit souvent une ascension politique et la plupart du temps, dans des séries encore comme House of Cards ou Baron Noir, on suit un personnage qui en veut toujours plus et justement cette volonté de pouvoir des fois cause sa perte. Est-ce que c'est représentatif aussi de la réalité ? Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir qui est très importante ? Il y a toujours eu, dans la relation qu'ont eu les hommes avec le pouvoir, une question qui est pour ce pouvoir, la fin justifie-t-elle les moyens ? Vous savez, il y a ce très beau discours de Camus lors de son Nobel de la paix qui dit entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. En fait, tout le monde a dit mais qu'est-ce que ça veut dire cet avocat incroyable, enfin voir la justice de la décolonisation, elle nous dit qu'il préfère sa mère à l'idéal de justice et en fait. Camus explique ça, il faut aller au bout de cette phrase-là, et je vais revenir à votre question. Il rappelle qu'au moment de la guerre en Algérie, il prend parti pour le FLN, pour l'indépendance de l'Algérie, mais il dit, moi ma mère, elle est dans des bus à Alger, et si l'indépendance vaut de poser des bombes dans les bus qui tuent ma mère, je considère que ces moyens-là, sont totalement disproportionnés, sont inhumains par rapport à une fin qui est l'émancipation d'un peuple que je soutiens, mais pas au prix du terrorisme. Donc la fin ne justifie pas les moyens.
Ça, c'est une question qui finalement taraude et accompagne tous ceux qui exercent des responsabilités. C'est à quel moment l'hubris, l'orgueil, la passion, prédatrice, destructrice, prend-elle le dessus ou ne le prend-elle pas ? Le prend-il pas sur ce que sont vos engagements, vos convictions. Et oui, le pouvoir exerce son attirance comme une sorte de soleil. C'est pareil, c'est Icare, que tout ce que vous voulez, mais c'est indiscutablement une donnée du problème, surtout en Ve République, dans un pays comme le nôtre, où la fonction présidentielle est une fonction de type monarchique, et vous donne à un individu des pouvoirs absolument considérables, dont le seul fait d'en jouir ou de l'utiliser vous peut rendre fou, et en tout cas provoque de sévères addictions chez ceux qui sont passés par l'Élysée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Baron Noir, il y a eu plusieurs fois des échos entre la fiction et la réalité des choses qui sont produites. Je pense il y a le personnage qui est la présidente de Baron Noir qui se fait gifler, et il y a Emmanuel Macron qui a été giflé après la diffusion de la série, lors d'un bain de foule dans les deux cas. Il y a, je pense aussi à l'intervention de Cadmerade qui appelle en direct à la télévision à l'Union de la gauche, ce qui a vraiment fait écho à l'appel d'Anne Hidalgo en décembre dernier. Est-ce que comment t'expliques déjà que justement la fiction à ce point-là puisse anticiper quasiment des choses? Ça joue beaucoup au scénario et aux scénaristes. En l'occurrence, il y a un scénariste assez exceptionnel qui connaît très très bien la politique, ses rites, et notamment un certain nombre des figures imposées. À gauche, il y a des figures imposées, notamment l'appel à l'union de la gauche. Quand vous êtes un peu dans la mouise, c'est un ressort sur lequel qu'on utilise pour s'en sortir et pour apparaître comme celui qui se préoccupe de l'intérêt général du rassemblement avant de se préoccuper de cette seule personne. Donc, faut d'abord saluer le travail d'Éric Benzekri, parce que il est à la fois un scénariste remarquable, c'est-à-dire qu'il met en scène une série sur la politique qui a intéressé tout le monde et qui a eu un succès incroyable, et il le fait avec une connaissance d'ex-praticien de la vie politique tout à fait remarquable. Ce qui fait que oui, c'est assez ce qu'on voit finalement, ce sont ou des scènes qui précèdent des scènes qu'on va voir dans la vie politique, ou des scènes qui peuvent faire écho à des choses qui se sont déjà passées et qui nous renvoyaient, en tout cas renvoient à des événements assez familiers surtout quand on a été militant à gauche. Donc c'est pas tant la réalité qui rejoint la fiction qu'en fait, je vous dis, cette fiction-là, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'elle est un peu exagérée, même franchement parfois, mais honnêtement, personne ne peut dire que dans Baron Noir, ce qui se passe n'aurait jamais pu se passer dans les partis politiques. C'est là la force de cette série. Et tu as d'autres exemples d'éléments de fiction qui sont arrivés avant que ce soit le cas dans Baron Noir ou une autre série? Alors pas dans une autre série, mais je l'ai pas vu. Je vais le voir d'ailleurs cette semaine, peut-être même demain. Je vais aller voir Goliath parce que ma femme et mes filles l'ont vu. Et de ce que j'en ai compris, on est là dans quelque chose. C'est comme Erin Brockovich d'ailleurs, dans quelque chose qui renvoie à des réalités qui là sont indiscutables, et où le jeu entre le citoyen, le lobbyiste, le pouvoir politique, la possibilité de faire entendre l'intérêt général contre des acteurs privés qui finalement détournent l'action publique de son rôle qui est justement de protéger l'intérêt général et pas de protéger les intérêts privés. Tout ça fait écho à des situations que à certains moments de votre vie politique, quand vous exercez des responsabilités, notamment quand vous êtes ministre, vous connaissez. C'est-à-dire que vous connaissez le moment où va se trouver entre vos mains une décision qui est l'inconfort de l'intérêt général ou le confort de regarder à côté. Je m'explique. Si vous allez sur le terrain qui consiste à dire l'intérêt général, ça n'est pas ça, vous allez vous prendre les lobbies dans la tête, des campagnes de presse contre vous, etc. Tandis que si vous considérez que finalement on va regarder ailleurs, vous serez beaucoup plus tranquille et vous pourrez en prenant moins de risques.
moins exposer votre situation politique personnelle. Donc tout ça, là encore, je l'ai pas vu encore ce film, mais de ce que je comprends, ça s'y rappelle des situations qui sont des situations qu'on peut rencontrer dans la vie politique. Oui, c'est ça, parce que dans Goliath, Pierre Ninet, donc, il joue un jeune lobbyiste qui tente de faire adopter une loi manipulant un peu, il manipule la réalité pour minimiser le danger d'un pesticide qui est dangereux pour les agriculteurs, qui crée des cancers. Toi, du coup, tu as été confronté à des lobbyistes comme ça aussi Moi, le jour où j'étais ministre de la Consommation, il me revenait de décider si on interdisait le bisphénol A. Le bisphénol A, c'est un produit qu'on trouvait à l'époque dans les biberons. Et quand il chauffait, ce produit-là, qui est dangereux, migrait dans le lait et pouvait avoir, c'était un perturbateur endocrinien, pour avoir des conséquences tout à fait néfastes sur le développement de l'enfant et déclencher des maladies. Au moment où se pose cette question de l'interdiction, vous avez des lobbies qui viennent vous voir et vous disent, écoutez, monsieur Hamon, si on fait ça, on va fermer des usines, donc vous allez provoquer des drames sociaux. Deux, vous allez nous obliger à repenser nos processus de fabrication, et on n'est même pas sûr que le process qu'on va mettre en place sera plus safe que celui que vous arrêtez. Donc peut-être qu'il faut nous laisser du temps, et en général, en demandant du temps, on espère que rien ne se passe. Moi j'y ai été très concrètement confronté dans mon bureau, de la part de lobbyistes qui, quand ils n'obtiennent pas satisfaction par vous, essayent par d'autres portes ou fenêtres d'obtenir satisfaction, et vous retrouvez d'ailleurs, mot pour mot parfois, l'argumentaire de ces lobbyistes ou dans une note qui vous est envoyée par quelqu'un de votre administration dont vous comprenez qu'il est non pas corrompu, mais en tout cas très 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 maqué avec ces lobbies en question, ou alors de parlementaires qui essayent d'amender un texte de loi avec un wording, une rédaction des amendements qui vient directement de ces lobbyistes. Donc ça fait partie du jeu en quelque sorte. On peut trouver ça tout plus ou moins moral, plus ou moins noble. En même temps, les gens défendent leurs intérêts. Moi, j'ai pas de problème parce que les gens défendent leurs intérêts. La question, c'est ceux qui sont dépositaires de l'intérêt général, le font-ils avec autant de ferveur et d'ardeur que ceux qui défendent des intérêts privés? Et en l'espèce, on a interdit le bisphénol A. Mais je confirme que ces gens-là, comme Ninet dans le film, existent. Je confirme qu'ils ont des fois des méthodes qui sont des méthodes assez dégueulasses, mais il est qu'à voir comment Monsanto a acheté des rapports scientifiques pour justifier de la non-dangerosité du glyphosate, et pendant des années, et où régulièrement on avait des scientifiques qui publiaient des papiers en disant mais non, c'est pas cancérogène, tandis que ça l'était. Donc oui, ça existe. Il y a des Ninet, je sais pas comment il s'appelle dans ce film, parce que c'est pas lui, mais Pierre Ninet. il est très fort, parce que justement on m'a dit, il est très charismatique. Il y a un truc, c'est pas le lobbyiste méchant, quoi. C'est il a un côté, il a un côté séducteur. Mais moi, ma femme et mes 2 filles sont dingues de lui, donc elles m'ont dit qu'il était incroyable. Elles ont pas tort. Il est formidable, il a la voix incroyable et infernale, mais épouvantable. Voilà. C'est atroce. Donc j'ai trouvé que c'était incroyablement affreux. Elsa. Et sur un ton un peu plus léger cette fois-ci, en France, un genre que les gens raffolent, c'est la comédie. Et par exemple, France TV Slash a lancé une comédie, enfin une série comique qui s'appelle Parlement, qui retrace les coulisses du Parlement européen. Est-ce que tu penses que la comédie peut être un bon moyen d'amener les gens à s'intéresser aux coulisses et surtout voir les rouages de la politique? Est-ce que tu aimerais qu'on montre plus les rouages de la politique, mais moins sous un ton un peu dramatique comme vous l'avez décrit pour Goliath? Il y a déjà un bel exemple là, dans l'actualité d'une série comique sur la politique, c'est Zelensky qui joue, avant de devenir président de l'Ukraine, joue le président de l'Ukraine en mode très comique. Moi j'ai regardé du coup cette série disponible sur Arte, c'est ça? Sur 1 ou 2 épisodes pour voir, où il y a des moments où il parle de Poutine qui sont assez savoureux quand on sait ce qui finalement ce qui se passe maintenant. Mais moi je trouve que c'est il y avait la série Maison Blanche aussi qui était une série comique sur le... Donc moi je trouve ça plutôt bien qu'on rigole de ça. Est-ce que c'est une manière de donner envie de faire la politique? Je sais pas, mais je sais pas si je crois pas que je trouve bien que le cinéma, que ce soit par la comédie, par le drame, par l'anticipation, s'intéresse à la politique. Mais j'attends pas moi du cinéma ou des séries qu'elles
qu'elles rendent la politique attractive. La politique, elle est attractive dès lors qu'on pense à un moment qu'un engagement va nous permettre de transformer une société en regard avec des valeurs qu'on porte ou un idéal qu'on a. Et si le cinéma, à un moment, il met son grain de sel et transforme tout ça, sublime tout ça, pourquoi pas, ou le rend drôle, moi, le fait qu'on se moque des politiques me gêne pas, le fait qu'on montre qu'ils... Par ailleurs, c'est pas juste des gens chiants, c'est pas mal non plus. Mais voilà, donc pourquoi pas. Et dans les films et séries politiques, on voit souvent les politiciens comme des personnages quand même très très cyniques. Est-ce que du coup, ça semble être une réalité, mais est-ce qu'il reste quand même des politiciens idéalistes oui, au contraire? Alors, il y en a des deux. C'est-à-dire que oui, il y a des personnages sans foi ni loi. Ouais. Mais comme vous avez déjà croisé dans votre vie des personnages sans foi ni loi, oui, donc vous dites, sûr. Tuerait père et mère pour arriver à ses objectifs. Et en politique, à partir du moment où en plus il y a cette but de la conquête du pouvoir et tout ce qu'on y associe de domination, de prestige, de gloire, on en retrouve peut-être un peu plus en moyenne que dans une salle de classe ou dans une entreprise. Mais ils cohabitent à côté de personnages sans foi ni loi, des personnages beaucoup plus dont la colonne vertébrale intellectuelle, politique, morale est plus forte. Et puis il faut dire aussi qu'il n'y a jamais une linéarité complète dans la trajectoire des personnes et qu'on peut être à des moments plus pas être plus immoral, mais encore que. En tout cas, céder peut-être un peu plus à l'hubris, à l'orgueil dans certaines périodes que dans d'autres. Donc, il y en a qui quand même tiennent une sacrée couche, mais je ne donnerai pas de nom. Mais il y a des gens formidables. Il y a aussi des gens formidables dans la durée. Moi, je pourrais vous en citer. Il y a aussi des gens formidables, j'imagine, à l'ombre, ceux qui ne sont pas forcément devant. devant et des gens épouvantables à l'ombre aussi. Ah oui, j'imagine aussi. Julia, je me tourne vers toi parce que tu es un peu notre Indiana Jones finalement. Oui, ce podcast. Totalement. Je suis un peu Indiana Jones. Bon, j'ai pas le chapeau là, mais quasiment. Il faut savoir. Le fouet. Non, je n'ai rien. Là, je suis arrivée comme ça. Aucun accessoire. Je n'ai pas d'accessoire. C'est Indiana Jones 2022. Hein. Mais exactement. Voilà, je reste moderne. En fait, j'aime particulièrement analyser les petits détails croustillants concernant la vie de nos invités qui font d'eux les personnages principaux d'un grand film hollywoodien. Aujourd'hui, nous te recevons, Benoît Hamon, mais attention, pas l'acteur. Parce que oui, il y a bien un jeune comédien qui porte exactement le même prénom et le même nom de famille que toi et qui a joué par exemple dans le film Adieu Berthe de Bruno Podalides. Tu savais pas du coup, Benoît? Ah bah voilà, ou alors c'est le but. À lui. Donc, bonjour, on le salue. J'espère que j'ai pas été trop galère pour lui dans l'homonymie parce que. En plus, c'est vraiment le même orthographe à la lettre près. Mais en cherchant bien, j'ai découvert que toi aussi tu étais passé par les caméras. En 2018, tu as joué le rôle d'un responsable politique dans une série 100% bretonne diffusée sur les chaînes locales. J'ai joué mon rôle en fait. Voilà. J'ai joué Benoît Hamon, c'était pas le plus compliqué. À ce rythme-là, je pense que on n'est pas à l'abri d'un futur projet avec Martin Scorsese pour faire de l'ombre à Robert De Niro. On y croit. Finalement, le rôle que tu aimerais vraiment décrocher, Benoît, ce n'est pas celui d'un politique, mais plutôt celui de Pablo Escobar. J'ai fait un tour sur ton compte Instagram et tu es apparemment un grand fan de la série Narcos sur Netflix. Absolument. Tu serais limite prêt à intégrer un cartel contre une saison 4. En tout cas, j'ai fait un effort de morphing pour y faire croire. Oui, mais oui, c'est ça. Je ne peux pas, parce que là, je n'ai pas l'image, donc je ne peux pas le montrer. Aller voir sur, mais voilà, il faut Instagram. aller voir directement sur le compte Instagram. Tu voyages aussi dans le temps, au 9e siècle sur les terres nordiques, puisque tu es maître d'un adorable chat qui se nomme Floki. Pour certains d'entre vous, ce nom n'est pas inconnu, puisqu'il s'agit d'un personnage emblématique de la série Vikings, mais pas que. Historiquement, il est considéré comme le premier navigateur à avoir voyagé volontairement vers l'Islande, et il aurait d'ailleurs donné le nom que l'on connaît aujourd'hui au pays de glace. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Elon Musk a copié ta brillante inspiration, puisqu'il a également nommé son chien Floki. Ah bon ? Eh oui.
Beaucoup d'influenceurs. Mais après, donc. Un gros influenceur. Ah bah, je vois ça, oui, effectivement. Si l'univers des cartels ou l'âge d'or des Vikings ne te convient pas, tu aurais pu peut-être décrocher un rôle dans Rocketman, le biopic sur Elton John. Il suffit de naviguer quelques minutes sur ton compte Instagram pour remarquer ton intérêt prononcé pour les lunettes de soleil au style décalé, à commencer par des verres en forme de cœur, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. C'est Qui très appartiennent en vérité à ma fille, mais bon. Mais ça ne change pas qu'on peut quand même On y passer le croit. casting, On y croit. qui sait. Enfin bref, Benoît, tu es avant tout une personne engagée qui ne lâche pas les combats qui te tiennent à cœur. Tu prônes le partage et tu aurais certainement laissé une place à Jack sur la planche de bois au naufrage du Titanic. Ah bah voilà. Là, c'est Mais oui, mais pourquoi hein Pourquoi C'est la question qu'on s'est posée. Oui. on a perdu. Mais du coup, juste si un jour il y a un biopic sur toi, ça pourrait être Benoît Hamon qui peut jouer le rôle Mais de oui. Hamon. Ah oui, ce serait perturbant, je pense, pour les gens avec Benoît Hamon, mais ce n'est pas la tête Voilà. de celui qu'on connaît. En tout cas, il faut surveiller la carrière de ce jeune comédien. Voilà, Eh qui oui, sait, tout à hein, fait, peut-être. qui semble prometteur. Revenons donc au cinéma et à la politique, et notamment, je crois, Elsa, que tu avais une question sur le... Oui, parce que Julia a dit beaucoup de références cinématographiques et il y a des genres dans le cinéma qui font que ça peut permettre de mettre en avant le fonctionnement politique d'un pays, notamment la dystopie. Donc il y a notamment des films comme V pour Vendetta, Blade Runner ou encore The Hunger Games. Est-ce que tu penses que c'est bien ce genre de genre où ça divertit en même temps, ça montre vraiment les dérives que peut avoir la politique? Ah bah moi j'aime beaucoup, comme tout le monde, toutes les dystopies qui mettent en scène en général des sociétés post-apocalyptiques dans lesquelles finalement le pouvoir est concentré ou par des grandes firmes privées ou par une petite caste. De toute façon, c'est toujours une métaphore de la dictature, de la finalement du risque auquel toutes nos sociétés sont exposées, de la tyrannie, c'est-à-dire du pouvoir de quelques-uns sur le nombre, la foule, les masses. Et moi, je suis assez client de ce genre de dystopie. C'était quoi cette série absolument géniale anglaise là, Sur quoi dystopique justement, qui imaginait sur des scénarios qui étaient des scénarios Black Mirror. Black Mirror. Ah voilà. oui. Bah, ça, par exemple, je me suis régalé parce qu'il y avait des choses qui nous disaient ce serait dingue si ça arrivait, et au fond de nous, On a un doute on n'est quand pas même. si loin de ça. Ouais. Et est-ce qu'on est et donc voilà, donc Blade Runner par exemple, qui est intéressant sur le statut de ces objets concrets ou de ces créatures concrètes et qui tendent vers l'humanité et qui finalement vont reproduire ce que nous sommes. Est-ce que demain la machine peut avoir des sentiments? Est-ce qu'elle pourra dire je t'aime ou pas? De beaux sujets, mais qui me paraissaient peut-être un peu incroyable il y a 20 ans, mais quand on sait par exemple que aujourd'hui justement Elon Musk, dont on parlait, travaille dans un projet qui s'appelle Neuralink sur la transmission de pensée grâce à une petite machine qui, entre vous et moi, m'amènerait à penser quelque chose, c'est transformé en une équation qui vous est envoyée et vous la reconstituez en une pensée. C'est ma pensée, mais c'est vous qui l'avez. La question c'est, Terrifiant. demain, si cette machine existe et qu'elle vous envoie ça, à quel moment vous savez que c'est ma pensée qui rentre en vous, ou si c'est votre pensée? Et ça pose des questions philosophiques incroyables qui se dignent à Black Mirror. Mais Neuralink, c'est un projet tout ce qu'il y a de plus tangible. Et Musk vous dit, vous pourrez partager une expérience sexuelle incroyable comme ça avec quelqu'un en disant, voilà, j'ai eu ça, ça a été formidable, la reproduire juste par la transmission de pensée. Et à un moment, on lui dit, mais le cerveau il sera ouvert à tout. Il dit, non, vous fermerez les parties que vous voudrez. Alors c'est là où personne comprend. Mais ça laisse apercevoir des possibilités de transformation des relations des êtres humains entre eux avec la machine au milieu, qui sont assez vertigineuses et qui sont dignes de films de science-fiction, mais qui appartiennent aujourd'hui au réel. Donc sur ces questions-là, il me semble effectivement que le cinéma est utile parce qu'il nous aide à nous poser parfois les questions maintenant qu'on doit se poser quand on essaye de réfléchir à notre avenir.
Mais c'est vrai qu'on voit que du coup le cinéma peut avoir un impact là sur la réflexion et aussi sur avec des films qui se passent aujourd'hui. Je pense notamment à Bac Nord qui a été très critiqué parce que considéré par certains comme un film de droite. On a le point de vue des policiers et à l'inverse il est souvent comparé aux Misérables de Lajli qui effectivement aborde un point de vue qui est plus objectif puisqu'on a le point de vue des policiers, en même temps on a le point de vue des jeunes de la banlieue. Est-ce que tu penses justement que le fait d'aborder un point de vue comme celui des Misérables, ça permet de mieux raconter la réalité? Écoute, moi j'ai vu les deux films. Ouais. Ils ont comme point commun d'être tous les deux extrêmement pessimistes. Oui. La fin Ils sont pas très optimistes. des Misérables de Lajli, elle est dure, elle est pessimiste, tu sors de ce film quand même bien secoué. J'ai vu Bac Nord que je mets pas sur le même plan. D'abord, ça raconte un fait divers qui tire son inspiration de la réalité, de flics qui s'estiment lâchés par le pouvoir politique au moment où ils essaient de démanteler un trafic de drogue par le biais d'un informateur. Bon, je passe. Ouais. Et donc, en gros, ils sont obligés de rentrer en illégalité pour pouvoir avoir des informations. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. Ce qui que j'ai trouvé absolument épouvantable, c'est l'instrumentalisation par le syndicat Alliance de ce film-là, comme pour poser ce qui est la spécialité du syndicat Alliance, poser les policiers comme victimes. Ces gens-là passent leur temps à dire nous sommes des victimes. Alors que bon, il y a plein de victimes dont c'est leur job de les protéger avant de se poser d'abord eux comme victimes. Ouais. Je dis pas que c'est un métier facile, le métier de flic, hein, mais ce discours-là, et je trouve un discours fatigant, indépendamment des revendications qui peuvent être légitimes pour améliorer les conditions de travail de ces gens. Bien sûr. Mais c'est l'instrumentalisation par le syndicat Alliance de Bac Nord qui lui donne maintenant finalement ce cachet, que je suis pas sûr qu'il soit tout à fait partagé par les. Cédric Jiménez, il l'assume pas, le réalisateur n'assume pas. Et ni par les acteurs qui doivent se retrouver embarqués dans des histoires qui les regardent pas. Le point commun, c'est qu'on a le sentiment que une partie de la société est hors de contrôle. Et qu'en fait, il n'y a plus ce minimum de code, de morale collective qui fait que il y a des barrières ou des frontières qu'on ne franchit pas parce que elles séparent le bien et le mal. Et c'est ce sentiment qu'on a à la fin du Lajli parce que dans la fin du Lajli, on se dit les gamins, ils écoutent ni leurs parents, ni les grands frères. Ni les religieux, ni les policiers, ni les profs, et ils sont livrés à eux-mêmes. Et la fin du film, elle est stupéfiante pour ça. Et en fait, dans le Bac Nord, on peut voir aussi des choses qui font écho à cela. Et la question, c'est comment on refait société, c'est tout. C'est ça qui est intéressant dans ces deux films. Il y a par exemple une candidate à la présidentielle qui s'était servi des titres de Star Wars, par exemple. Mais on ne cite pas la personne. Mais c'est une candidate à la présidentielle. Et un exercice unanimement reconnu comme assez consternant. Oui. Mais du coup, on imagine une volonté de s'adresser à un public jeune. Est-ce que le cinéma peut justement a ce pouvoir transgénérationnel? Évidemment. À condition d'ailleurs que l'œuvre ait traversé les générations, ce qui n'est pas le cas de tous les films. Parce que moi, il y a aujourd'hui des films ou des références cinématographiques de mes enfants. C'est surtout sur les plateformes. Des films qui ont été importants pour vous, très générationnels et dont je vais écarquiller les yeux parce que j'en aurais absolument aucune idée. C'est l'avantage de Star Wars, c'est que du coup, par exemple, il y a 3 films tous les. L'immense avantage de la série, c'est qu'on est à peu près persuadé qu'à peu près un Français sur 2 l'a déjà vu. Tout ça, et en tout cas ça lui parle, et qu'on parle à tout le monde à travers cette référence. Après, quand on se lance dans ce genre d'exercice, il faut que ça marche, quoi. Et là, en l'espèce, on n'a pas retenu Star Wars, on a juste retenu un exercice absolument assez pathétique. Un peu laborieux. C'est moins qu'on puisse dire. Et qui a fait rigoler tout le monde. Alors, donc, oui. voilà. C'est vrai.
Mais évidemment que le cinéma, pour ça, c'est une source inépuisable de métaphores et de références, d'images. Et on est, je pense qu'il n'y a pas un politique qui n'a pas un jour été épuisé. Moi, par exemple, je vous donne une. C'est une scène du président avec Jean Gabin que j'adore, et où il est dans l'hémicycle, et il y a, ça se passe dans l'Assemblée nationale, et il y a des députés de droite qui lui disent « Mais il existe aussi des patrons de gauche, vous le reconnaîtrez ». Et Jean Gabin, là, avec la présence de Jean Gabin, il dit « Il existe aussi des poissons volants, mais vous reconnaîtrez que c'est pas la majorité de l'espèce ». Ça, c'est une super belle manière de dire « Oui, effectivement, il y a sans doute des patrons de gauche, mais il n'y en a pas beaucoup. » Voilà, où je me souviens qu'il avait dit aussi qu'un bon film, c'était 3 choses: une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. C'est pareil en politique, c'est que s'il n'y a pas de récit dans lesquels les gens peuvent adhérer, ça marche pas. Donc, oui, il y a des voisinages qui justifient des fois qu'on emprunte à ces histoires racontées, ou des beaux dialogues, ou de très belles idées, ou de très belles pensées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup on parle du rapport des politiques aux gens, et dans les politiques on a récemment donc Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, Donald Trump, on a eu il y a plus longtemps Ronald Reagan, qui étaient donc des personnes du show business, et notamment 2 d'entre eux donc des acteurs. Bon, Trump aussi finalement c'est aussi un acteur. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été populaire, d'avoir été connu grâce au cinéma, grâce à la fiction, ça leur a permis de gagner la confiance des électeurs plus facilement que peut-être qu'un homme politique qui aurait fait un parcours plus traditionnel? Non, je pense que c'est totalement neutre. Non. Ça peut être pour eux une facilité pour la capacité à prendre la parole et à jouer avec les caméras, à comprendre ce qu'est le pouvoir de l'image. Mais je pense pas qu'il faut arrêter un bon acteur et un acteur connu. Dès lors que vous rentrez dans l'arène politique, il y a une sorte de mise à jour pour partir de zéro. Parce que... Trump, ça l'a pas aidé Non, je pense qu'il a été... Alors lui, il a un talent, un talent et une folie à la fois, mais qui rentrait en résonance avec une forme de réalité culturelle de la société américaine et de disponibilité pour des thèses qui étaient des thèses complotistes, racistes, revanchardes de la vieille Amérique blanche à l'égard des minorités, anti-LGBT, tout ça. Il l'a porté, et il l'a porté avec une telle décomplexion que ça a mis en mouvement la société américaine, en tout cas cette société américaine-là derrière lui. Donc c'est pas forcément... Non, je pense pas que ce soit... un avantage. Non, voilà. Nous qui voulions nous lancer en politique. Oui, on est déçus là. Allez-y. Très déçus. Je vais être délégué de la classe, c'est tout. Délégué de Clapement 5. Avant de passer au blind test, Elsa, je crois que tu avais une Oui, exactement. Depuis septembre donc 2021, tu es directeur général de Singa Global, une ONG qui vise à favoriser l'intégration des personnes réfugiées et migrantes dans leur société d'accueil. Le cinéma, on l'a vu la semaine dernière, on a reçu un réalisateur qui s'appelle Louis-Julien Petit, qui a fait La Brigade, qui raconte le parcours de jeunes migrants qui sont dans un foyer, qui essaient de s'intégrer à la société française. Le cinéma a ce pouvoir d'apporter de l'émotion, beaucoup d'empathie. Est-ce que tu penses que ça peut être un outil pour montrer finalement qu'on se ressemble plus que ce qu'on peut le croire actuellement, alors que la société, les médias actuels essaient plus de nous diviser, on va dire. C'est-à-dire que il y a ce côté humanité qui est fait, alors que dans les médias traditionnels, c'est plus, on nous marque plus par nos différences, plus par ce qui nous ressemble. Est-ce que tu penses que le cinéma a ce pouvoir de nous lier justement face à ces gens qu'on dit comme différents? Indiscutablement, oui. Indiscutablement. Ou par le documentaire d'ailleurs, ou par la fiction. Moi je trouve que le cinéma a cette force de nous ramener parfois à l'essentiel. Et en l'espèce que derrière la déshumanisation à laquelle les médias classiques se livrent concernant les migrations, finalement en réduisant les individus à une trajectoire migratoire, à des nombres, à des foules, on en oublie qu'il y a derrière des personnes qui ont des chagrins d'amour, des histoires d'amour, des regrets, des remords, des espoirs, comme nous.
et qui juste cherchent ici ou ailleurs d'ailleurs à trouver une place. Et de ce point de vue-là, le cinéma, comme il s'attache aux personnes, aux individus, à leur complexité, à leur fêlure des fois, c'est une arme de cohésion massive. Je veux dire, là où on a des armes de destruction massive tous les jours sur CNews, par exemple. Si vous êtes financé par Bolloré, c'est pas de bol. Mais c'est pas le cas. Ouais, pas encore. C'est mieux. Et donc voilà. Et donc oui, indiscutablement. Là, je vais aller voir moi un documentaire qui sort, qui s'appelle, je crois, Il est permis d'espérer, sur ce qui était la bulle de la porte de la chapelle, et où voilà, quand la caméra s'intéresse aux personnes, aux êtres. Oui, ça vaut tous les discours politiques et tous les plaidoyers associatifs. Bon bah voilà, c'est une belle façon de terminer. Je propose de terminer avec un blind test. Quand même un blind test, on va vous faire remporter le DVD des Misérables grâce au pacte. Je vous en prie, vous pouvez tirer les personnes qui ont participé sur les réseaux sociaux. Alors moi je tire, là, c'est oui, ça chacun tire une personne, tout à fait. Qui as-tu tiré, Benoît? Qui représentes-tu pour faire remporter le DVD des Misérables? Et bien moi je représente alors c'est un pseudo, 100 000 étoiles. 100 000 étoiles, bah, ça fait quand même beaucoup d'étoiles. Vas-y. Moi c'est jus.stlb. Et Elsa? Moi, c'est Vitamine 68. Ok, très bien. Vous êtes tous représentés. Je vais donc vous diffuser des extraits de films. L'objectif, c'est de trouver. Mais elles sont sûres de gagner là. Je suis désolé pour 100 000 étoiles. Moi, ça dépend du thème. Hein. Ça dépend des T'as fois. les étoiles avec toi, ça va aller. T'as 100 000 étoiles avec toi, ça fait ouais, bah oui, mais bon. Et donc, des extraits de films. Vous me dites le titre du film quand vous l'avez. Vous me dites G, puis ensuite le titre du film. Et attention, chaque film est associé à un ministère. J'ai formé un gouvernement. Un ministère? Ah oui, je m'explique. J'ai formé un gouvernement avec ces films-là. Par exemple, je sais pas, un film qui traiterait de la guerre, je l'associe au ministère des Armées. Voilà. Et du coup, l'objectif, c'est de trouver le titre du film et me dire avec quel. Et donc là, on va juste ministère écouter des extraits. Ouais, c'est ça. Vous allez les écouter. Alors oui, tu auras besoin de ton casque, sinon tu risques de ne pas s'entendre grand-chose. Ça va être plus difficile, j'en conviens. Et puis voilà, on peut commencer directement avec le premier. Vous me dites G quand vous avez la réponse. C'est parti, c'est celui-là, le premier. 30 janvier, début de l'expérience. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ah bah j'ai. Julia. Là j'étais obligée, j'adore ce film, Les choristes. Les choristes. Ah ouais, là j'ai les choristes. C'était Junio qu'on a entendu. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'était c'était pas le petit qui chante, mais c'était Julia. Effectivement, un premier point pour toi, c'était quel ministère, évidemment, les choristes? De l'éducation. De l'éducation nationale, tout à fait. Très bien. On continue avec maintenant celui-là. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? Apocalypse Now. Apocalypse Now, exactement. ouais, Je te rapporte un point aussi pour quel ministère? Bah la défense, j'imagine. Oui, voilà, exactement. Ministère. Je crois qu'il s'appelle des Armées maintenant, ministère des Armées. Mais j'ai regardé, du coup, je me suis basé. Ah bah, là, Oui, non, mais moi, ça va être On te fait on va voir confiance. une fraude à les ministères. J'en connais 4 et puis terminé. Exactement. On a un point pour Benoît, un point pour Julien. On continue avec celui-là. Donc voilà, alors, suite à ça, il y en a une qui avait ton portable, donc si tu disais. Elle te prenne ton portable. Voilà. C'est police. Police, exactement, de Maïwen. Et avec quel ministère? Je sais pas, non. Je sais pas. Oh, Benoît, De l'intérieur. De l'intérieur, Ah, évidemment. bah, l'intérieur. La police, elle est liée au ministère Eh de bah, tout l'Intérieur. à fait. un point partout. Allez, on continue maintenant avec celui-là. Vaison, Merei, Aïmouvanga. J'ai. Julia. Wally. Wally, exactement. Alors, par contre, tout à fait. Alors celui-là, il est peut-être un peu plus complexe. Ministère. Écologie. Écologie, Ah oui, exactement. ah oui, Ministère de la oui. transition écologique. puisque Oui, très bon, bien. c'est quand même une terre qui va plus très bien dans Wally. Oui, c'est vrai, c'est Dans vrai. laquelle on peut plus tellement vivre. Mais bon, continuons maintenant avec ce film-là. C'est parti. Hein? Pauvre fou, là. Ça n'a aucun rapport. Non? Eh bien, dégouline la mode, hein? En tout cas, moi, j'irai en ville et je me taperai la Coupe du Monde. Il y a d'autres amateurs? Oui, moi. Je précise que c'est un film étranger en VF pour les films étrangers, ce qui peut, ça peut vous aider. D'accord. Je veux aller avec toi. Chess, parfait. Quelqu'un d'autre? Ouh, dans un Voyez bar, pas. on verra. Un film avec Jack Nicholson. Ah bah. Voyage au bout de l'enfer. Non, il n'y a pas Non. Jack Nicholson. Non, Ouais, je sais pas. Shining.
Non, c'est pas Shining, vas-y. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Exactement, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, oui. tout à fait, de Milos Forman. Julia, 3 points, elle prend la tête pour l'instant. Et ministère. Et ça ne rapporte pas des points en plus non, de trouver. Non, voilà, bon, ça m'intéresse plus. Ministère de la Santé. Ministère de la Santé, exactement, tout à fait. On continue avec cet extrait-là maintenant. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Goliath ? Exactement, Benoît, c'est Goliath, tout à fait, on en a parlé, il est arrivé. T'as pas besoin de le voir, tu regardes, tu connais déjà. Goliath qui donc va avec le ministère de l'Agriculture, tout à fait. C'est bien, ça me fait réviser, tu vois. Tu révises des ministères. Bon, ils y sont pas tous, hein, mais bon. Allons-y maintenant avec celui-là. Donnez-la moi. Tout ira bien, ma chérie. On est là. Ne t'inquiète pas. Quoi, chérie? Viens dans le bateau. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Il y aura un autre canot pour les papas. Celui-ci, c'est pour les mamans et les enfants. Titanic, exactement. Voilà, Deuxième point pour toi, Elsa. J'arrivais pas à trouver ça. C'est un ministère qu'on connaît moins. C'est pas un truc genre palais. Non. Ministère de la mer. Ministère de la mer. Moi, je savais pas qu'il y avait un ministère de la mer. Bien, oui. J'allais dire ministère des bateaux. Mais il est là depuis longtemps, le ministère de la mer. J'ignorais tout le ministère de la mer. C'est intéressant. On apprend des choses en même temps. On continue maintenant avec celui-là. Bon, la mer, là, en plus avec Titanic, on est en plein dedans. Bon, là, peut-être que le ministère n'aurait rien pu faire pour Titanic. Sûr. On continue avec celui-là maintenant. C'est parti. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Vas-y, Julia. Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, exactement. Parce que j'ai reconnu DiCaprio, sa voix française. Ah, c'est ça, j'ai entendu un d'Elsa aussi. Ah, bah, t'allais le dire peut-être. Ah bah peut-être. Bah non, mais tu l'as dit. Enfin, plus vive, Elsa, écoute. 4 points pour elle, pour Julia qui prend la tête pour l'instant. Attends, elle a pas dit le ministère. Ah oui, ministère de quoi pour le Wall Street? C'est pas si compliqué, hein. Pas compliqué, là. Allez, là. Bah non, mais en fait, à chaque fois, je sais pas. Moni, non? Ah oui, de l'économie, d'accord. Oui, ministère des Finances. Exactement. Et Finances. Exactement. Et des finances. Attention, on est à l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est celui-là. Ça va? Est-ce que vous avez la figure? J'ai le sida. Oh là, il y a eu un en même temps. Springsteen. Ouais, voilà, c'est Philadelphia. Philadelphia, exactement. Ah oui, c'est ça qui t'a aidé à. Bah, oui, les Street Hall, elle est magnifique cette chanson. Mais du coup, t'avais le film ou pas? Oui, oui. Ah, t'as vu le film. Elsa a été très rapide. On partage. Avec Tom Hanks. Ouais, très beau ce film. Allons-y, bah c'est un 3e point. Attends, mais c'est quoi le ministère? Ah oui, le ministère de quoi pour Philadelphia? Il travaille, il est avocat, il y a un procès, le ministère de la justice pour. Ouais. Ah bah je l'ai dit, vous l'aviez pas. Ah bah j'ai cru que vous l'aviez pas. Non, mais c'est notre stratégie en fait. J'ai spoilé. Allons-y, on est déjà au dernier. Le dernier, c'est celui-là. Oh là, mais Julia, aucune chance à personne. Vas-y. Je pouvais pas. Les temps modernes. Les temps modernes, exactement, qui te rapportent inspiré de la chanson française Je cherche après Titine. Et alors cette fois-ci, ça t'empêchera pas de dire ton ministère. Ça ne m'empêchera pas de chercher le ministère. Ministère du Travail. Ah oui. Du Travail, exactement. Bon bah c'est Julia qui remporte avec 5 points ce blind test. Félicitations. Un DVD. C'est pas souvent que je remporte, donc je le célèbre dans ma tête là. C'est un DVD donc des Misérables grâce au pacte qu'on remercie. Et bien Jus STLB. Et ben voilà, on lui enverra ça. Merci Benoît d'avoir accepté notre invitation, ça nous a fait très plaisir. Je rappelle que on peut aller sur le site du coup de Singa pour si on veut s'engager, en tout cas si on veut aider, si on veut prêter main forte à l'organisation. Merci à vous deux, à nos clapeuses. À vous, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et aussi sur les différentes plateformes audio, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, et aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas avec le @clap5. Je me suis tapé dans le micro. C'est la fin de cet épisode. Merci aussi à Maxime qui réalise cet épisode, à Mickaël, à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci à Laura et Justine donc du Pacte. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode sur Clapement 5 et d'ici là, allez au cinéma.